Et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, quelqu'un qui est un peu particulier pour moi, parce qu'il était mon professeur à l'ESIEA. Je vous demande d'accueillir le lieutenant-colonel Éric Filliol, qui était responsable du laboratoire de virologie cryptologie à l'ESIAT de 2001 à 2007, qui est aujourd'hui directeur du centre de recherche de l'ESIEA, où il dirige le laboratoire de confiance numérique et système. Il est entre autres Intelligence Warning System et Information Operation à l'OTAN, ingénieur en cryptographie, PhD en informatique et mathématiques appliquées. C'est un orateur de renom qui n'a pas la langue dans sa poche. Et s'il ne s'agit pas encore de mettre en place des unités Blade Runner, la sécurité de demain nécessite toute notre vigilance. Professeur, vous allez maintenant nous présenter les enjeux de la sécurité dans le monde de 20 ans. Bien, merci. Bien, bah écoutez, merci. Et puis surtout, pour moi, c'est un honneur de parler devant une assemblée de développeurs. Moi, je pense que je ne pourrais pas vivre si je ne trouvais pas toujours un peu de temps pour coder et pour programmer. Parce que d'abord, c'est une formidable école de l'humilité. Et surtout, je disais, c'est une école de l'humilité. Et puis surtout, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Et je pense que vous avez fait un Devox for Kids. Il faudrait le faire aussi un Devox pour hommes politiques et les faire programmer. Donc je vais essayer, dans un temps très court, de vous parler effectivement de la problématique du contrôle de la technologie, mais avant de se projeter dans l'avenir, de ce qu'il pourrait être, il faut bien comprendre le passé. Donc voilà, le monde, on va aborder ces différents points. Malheureusement, pour essayer de prédire l'avenir, il faut comprendre encore une fois le passé, et c'est un point important. Alors le contexte. En fait, il faut savoir que la révolution numérique nous a fait passer d'un monde vertical où les élites parlaient à la masse, via quelques journalistes autorisés, et on est passé, grâce aux technologies du numérique, sur un monde horizontal. C'est-à-dire que les gens vérifient l'information. Le monde numérique nous donne une mémoire. C'est-à-dire que quand un homme politique nous raconte une bêtise, 10 ans après, cette bêtise existe encore, et on peut comparer avec les nouvelles bêtises. C'est un monde collaboratif, et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ce monde-là, parce qu'il y a de formidables opportunités. Mais ce monde-là fait peur aux hommes politiques, parce qu'ils ne le comprennent pas. D'abord, ils ont tous fait des humanités, c'est-à-dire latin, grec, droit et un peu de commerce. Et le problème, justement, c'est que ils ne comprennent pas d'ailleurs que c'est une dimension qui n'est... C'est pas une dimension de plus, c'est une dimension qui est en train de remplacer toutes les autres. Regardez le nombre de services qui sont en train de disparaître. Quand je parle à mes jeunes de télégrammes, ils me regardent un peu bizarrement. Les télégrammes n'existent plus, ça a été remplacé par cette dimension-là, et elle est inévitable. Il ne faut pas avoir peur de la technologie. Moi, je voudrais juste m'assurer que dans 20 ans, il y aura encore une place pour nos valeurs, les valeurs humaines et nos valeurs démocratiques. Alors justement, ce monde-là, il a été fabriqué par des gens qui comprennent la technologie. Ce sont tous des codeurs, ce sont tous des programmeurs. Je vous laisse, ça sera un petit quiz, vous laisserez reconnaître les plus célèbres. Il y en a un qu'il faut quand même, le père d'Internet, c'est un Français, Louis Pouzin, le père du datagramme, de la commutation de paquets. Ces gens-là, ils comprenaient la technologie et ils avaient un idéal. Ils nous ont fait aimer la technologie. Et ça, c'est important, parce qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie, encore une fois. Et je pense que c'est un truc intéressant. Ils sont en train d'être remplacés par ces gens-là. J'ai mis les principaux. Je vous laisserai là aussi reconnaître. Celui-ci est particulièrement dangereux, parce qu'il est l'exécuteur de base d'œuvre, c'est le Ajit Pai, c'est un des directeurs du contrôle des communications aux États-Unis. Et est-ce qu'il y aura un impact chez nous? Bon, je vous explique pas les deux logos, mais bref, cet homme-là aussi est dangereux. Jean-Jacques Urvoas, celui qui nous a pondu la loi sur le renseignement. Bref, on va en reparler. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu un peu plus d'un mois, Barack Obama a fait un discours extrêmement grave où il expliquait que le monde numérique, c'était le domaine des États-Unis et ça leur appartenait. Internet appartient à personne, la science n'appartient à personne, la technologie appartient à personne. On devrait le considérer comme un bien de l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui surfent sur certaines vagues pour vouloir interdire de nous protéger. Ce qui est tout aussi dangereux et en plus stupide. Parce qu'ils ne comprennent pas, encore une fois, ce que c'est le chiffrement et ce qu'il peut y avoir en dessous. Et puis ils vont mettre en danger d'ailleurs nos entreprises. Et puis il y a ceux qui essayent de nous alerter. Assez souvent, ce sont des codeurs d'ailleurs. Vous en reconnaîtrez certains, ou des journalistes, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont un rôle
Alors après, on peut avoir une vision assez mitigée, mais ce sont des gens qui ont un rôle extrêmement important. Le problème, qui va l'emporter? Ceux qui essayent justement de promouvoir la technologie, de nous la faire aimer et de nous apporter, de nous permettre d'accéder à tout ce qui est bon en elle, ou les autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie, ce contrôle dont on parle existe depuis en fait la fin des années 40 à travers un certain nombre de programmes, et le but c'est d'asseoir le renseignement, parce que contrôle de la technologie et renseignement sont intimement liés. Alors j'ai mis quelques exemples de gens qui, ce qu'on appelait les lanceurs d'alerte, mais ça a duré, ça a commencé à la fin des années 40. Ce qui est intéressant, j'ai appris la frise d'un jeune Français qui a fait un travail très intéressant. Il a montré les principaux plans de contrôle de la technologie de l'espionnage. Vous voyez, ça a commencé quand même, les prémices ont commencé à la fin des années 40. Il a mis les principaux. Si on les mettait tous, notamment tous les plans révélés par Snowden, on n'arriverait même plus à lire le graphique. Alors en fait, il y a 5 phases de contrôle, je schématise, je pourrais vous en parler des heures, j'ai des dossiers très importants là-dessus, j'ai lu tous ces textes. En fait, il y a eu un certain nombre de phases qui ont pour but, à travers le contrôle des technologies, notamment les standards, avec des lois, notamment la phase de globalisation, des choses comme le Patriot Act, qui va être renégocié bientôt, avec probablement des implications extrêmement importantes pour nous. Par exemple, les juges américains pourront délivrer des mandats au FBI pour venir faire des opérations sur notre territoire, sans passer par l'État français. C'est un texte en cours de discussion. Bien sûr, la phase légale, tout ce qui est brevet, licence, les standards, les accords Wassenaar. Allez sur le site des accords Wassenaar, vous verrez, vous êtes concernés parce qu'il y a certaines technologies que vous développez qui sont maintenant soumises à contrôle, notamment dans les listes 5 et 5B. Bien, ces phases-là se mettent en place progressivement. Malheureusement, elles se mettent en place par des gens qui ne comprennent absolument pas ce qu'est la technologie. Ils comprennent par contre le pouvoir qu'ils peuvent en retirer. Alors les menaces sont bien réelles, parce qu'il faut quand même que la police puisse nous protéger. Bien sûr, c'est la surveillance de prisme et des Américains. Ce sont, voilà, par exemple, les Suédois, dans ce vaste programme, est chargé de la partie nord et orientale de l'Europe. Mais voilà, il ne faut pas oublier les Chinois aussi. On fustige les Américains, mais c'est un autre risque, notamment beaucoup de technologies qui nous vendent est buggées. Je passe rapidement, mais ce sont des choses qui sont avérées, qui ont été validées par exemple par des équipes de Cambridge. Beaucoup de matériel sont backdoorés, ça contiennent des portes dérobées. C'est pour nous protéger de ça aussi. Regardez l'attaque sur TV5 cette nuit. Bon, je crains que c'est parce qu'ils aient exploité aussi beaucoup de bugs qui ont été laissés, mais on y reviendra. L'importance des développeurs. Ne laissez pas trop de bugs. Bref. C'est aussi les attaques de type terroriste plus classiques, notamment les milices d'extrême droite aux États-Unis, notamment contre les réseaux électriques. Et malheureusement, je pense que ça, ce sont des choses qui vont arriver. Chez nous, on a eu le cas Tarnac. Mais c'est aussi protéger nos enfants, protéger nos valeurs. Voilà. Donc on ne peut pas nier qu'il faille un certain contrôle, mais il ne doit pas se faire n'importe comment. Il doit se faire dans un certain nombre de respect de nos valeurs. Le problème, si vous voulez, c'est que, avec toutes les lois, et la loi sur le renseignement n'est pas la dernière, et dans tous les pays du G20, on est en train d'évoluer. J'hésite pas à parler de cyberdictature, et malheureusement, j'aurais aimé avoir tort, mais la dernière loi sur le renseignement, on y va tout droit. On veut en fait permettre une captation systématique des informations concernant n'importe qui. Et ça, hors du contrôle du juge d'instruction, qui est notre dernier garant démocratique. Et ça, c'est vraiment important. En fait, on est en train de dire, on nous a beaucoup parlé de présomption d'innocence. En fin de compte, on est en train de la remplacer par la culpabilité par défaut. Et ça, c'est pas normal. On ne peut pas laisser des gens être jugés partis. Alors c'est ça qui se met en place. Alors je passe rapidement, mais vous voyez qu'on a eu la loi de programmation militaire, l'ancien article 13, maintenant article 20. Voilà, la LOPSI, qui était une autre loi qui permettait d'aller mettre des dispositifs d'espionnage. Alors certes, toujours à des bonnes fins. Le problème, c'est que l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Certains ont des propos beaucoup plus durs, mais en tout cas, on ne peut pas ne pas se poser la question. Est-ce que ce n'est pas les prémices, rappelez-vous, dans les années 30 ? Certains signaux faibles n'ont pas été vus par tout le monde. N'empêche que les demandes augmentent. Alors ça, effectivement, ce brave homme
qui veut mettre toute la population française sous surveillance, sans contrôle. N'empêche que beaucoup de gens, même du domaine, disent que c'est une aberration d'un point de vue opérationnel et que c'est dangereux. Même les députés et les magistrats sentent qu'on va dans le mur. Bref. Et puis surtout, il faut savoir qu'à capter tout et n'importe quoi, lui faire dire n'importe quoi, je voudrais que vous gardiez cette phrase de Richelieu en tête. Elle est très importante. Une information ne dépend que d'un contexte. Changez le contexte, vous changerez la nature de cette information. Le renseignement par nature est subjectif. Et il faut vraiment se méfier, il faut vraiment avoir un garant. Et le juge d'instruction qui instruit à charge et à décharge est ce garant. Moi, je me méfie du renseignement sans forme de contrôle. Et sans esprit critique, surtout. Alors justement, essayons de faire une prospective sur le monde dans 20 ans. Moi, je pars du principe que le futur n'est pas écrit d'avance. Ça voudrait dire qu'on n'a pas de libre arbitre, qu'on n'est pas libre. Ça, moi, je refuse cette vision. Il sera ce que nous en ferons. On a le choix, globalement. Soit on redevient des citoyens, avec une conscience. Moi, je me rappelle, alors je ne suis pas si vieux que ça, mais il y a quand même quelques années, quand on sortait du lycée, c'était pour refaire 10 fois le monde mal, la plupart du temps, mais au moins on essayait. Moi, je trouve que les gens maintenant sont un peu passifs. Regardez, les révélations de Snowden se sont déroulées dans un état de quasi-somnolence. Bref. Moi, je reprends en l'actualisant la phrase du général de Gaulle, hein, est-ce qu'on va rester des veaux connectés? C'est là-dessus que comptent nos politiques, hein. C'est tellement plus simple de gérer des consommateurs plutôt que des citoyens. Alors, ce qui est rassurant, c'est que l'histoire, les gens aiment bien prédire. Les décideurs aiment bien prédire. Le problème, c'est que l'histoire, elle ne se prédit pas. Elle est par nature non linéaire. Il faut quand même rappeler que l'année dernière, grâce à des développeurs peu précautionneux, ou à cause, je ne sais pas, on a eu quand même 3 chocs. On a eu 3 séismes informatiques. Je pense que certains d'entre vous ont dû travailler dessus, ils s'en souviennent. Hein. Et je pense que les prochaines années vont pas être faciles de ce point de vue-là. Et puis, il y a en ce moment une très forte réorganisation dans l'industrie IT, notamment peut-être que le monde, je dis peut-être que le monde Intel, Microsoft va céder la place à d'autres conglomérats qui sont formés d'IBM, d'ARM, de Google. On sent Nvidia, qui est un acteur qui va devenir, à mon sens, majeur. Bref, pour l'instant, beaucoup de choses sont en train de se réorganiser. Ce que ne comprennent pas d'ailleurs nos politiques. Alors c'est sûr, ça va être un monde peut-être plus chaotique, plus incertain, il y aura des décalage, mais moi je le vois comme une gigantesque source d'opportunités. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur du futur, parce que d'abord, le futur, c'est nous qui le faisons, et j'y vois autant de risques que d'opportunités. Alors le scénario du pire, on continue, et on laisse nos politiques faire ce qu'ils font, et on ne dit rien. Sauf qu'on va perdre nos valeurs démocratiques, ça commence, et on va perdre notre libre arbitre, ce qui est peut-être plus grave. J'y reviendrai sur la notion de libre arbitre. En fait, on est en train, si on laisse les choses évoluer comme elles évoluent, on va vers une dictature de la donnée. Hein, on parle du big data, de la captation généralisée, l'Internet des objets, très belle technologie au demeurant. Hein. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et ce, sans contrôle. Et il faut quand même, quand vous regardez le mécanisme, comment les dictatures arrivent, c'est toujours parce qu'elle a comme substrat principal la passivité des citoyens et le morcellement. Chacun ne fait qu'un petit bout de la tâche et ne se pose pas de questions. C'est vraiment important de déployer une vision globale et de réfléchir à ce qu'est la technologie. Encore une fois, la technologie est une belle chose, sauf si elle est entre de mauvaises mains. Et puis il y a le scénario de l'espoir. Moi, j'aimerais que le respect de la vie privée devienne une priorité. J'ai quelques idées. Je l'ai soumise à des députés, elle n'a pas fait beaucoup de tabac. Moi, j'aurais aimé qu'on l'inscrive d'abord dans la Constitution. Je pense qu'avec l'évolution du numérique, la vie privée, comme la liberté, comme l'égalité, sont des données fondamentales. Et elles devraient. J'aimerais que la France, comme dans les années 70, soit novatrice et propose à l'Europe de l'inscrire dans la Constitution. Ce qui aurait une valeur extrêmement forte. Il se trouve que l'Europe, avec notamment le groupe de l'article 29, va peut-être pas aller jusqu'aussi loin, mais en train d'essayer de défendre notre vie privée plus que ne le fait la France. Renforcer le rôle du juge d'instruction, ça c'est clair. Et vous savez que beaucoup de gens ont parlé de le supprimer. Je vous rappelle qu'il instruit à charge et à décharge, c'est très important. On pourrait aussi appliquer les lois existantes, ça serait déjà pas mal, plutôt que de créer une nouvelle inadaptée. Et pourquoi pas créer un comité
d'éthique sur l'usage des technologies de l'information et de la communication. Bref, avoir un regard un peu plus citoyen et peut-être mettre des philosophes, en tout cas ne pas se contenter de gens qui ne comprennent rien à la technologie. Puis, moi je pense que si on redevient des citoyens, eh ben, on sera en mesure justement de peser un peu plus. Je crois aussi au marché de la confiance. Je vous disais que les risques qui ont été révélés par Snowden, c'est aussi des gigantesques opportunités. Je vous ai cité 2 cas de gens qui ont développé un business en faisant comme valeur fondamentale le respect de notre vie privée. Ça, c'est important. Et je crois à ce marché-là. Bon, je reparle de Louis Pouzin, qui a proposé que l'on fasse un Internet qui appartienne aux internautes. Hein. Bon, il a une alternative éthique à l'ICANN. Il a été plus pour l'instant écouté en Allemagne et pas en France. Mais ça, malheureusement, c'est un peu notre croix à nous Français, c'est de ne pas être cru par nos décideurs. Je crois qu'il faut bien voir une chose, que quand un État, pour conclure, un État, quand il commence à espionner ses citoyens, c'est qu'il est faible. Un État fort, je suis persuadé qu'il est respectueux de ses citoyens. Je voudrais parler des développeurs. Vous avez un rôle fondamental, nous avons tous un rôle fondamental et une responsabilité morale. La plupart des attaques exploitent souvent des vulnérabilités. Et toute vulnérabilité que vous laisserez, tout bug que vous laisserez, sera autant d'opportunités pour les services de renseignement de rentrer dans les systèmes et de porter atteinte à nos vies privées. Ça, c'est important. C'est vraiment important de savoir que la principale porte d'entrée de ces gens-là, des NSA ou autres, à tel point qu'un marché des vulnérabilités s'est développé, je pourrais citer beaucoup de sociétés qui en vivent, et très très bien, c'est parce qu'il y a des bugs à la base. Et ça, c'est vraiment important de le conserver à l'esprit. Donc, vous avez un rôle extrêmement important, mais vous avez aussi une responsabilité extrêmement importante en tant que développeur. Bref, le monde, encore une fois, moi je ne suis pas capable de le prédire, mais je pense qu'il sera ce qu'on en fera. Et ça, c'est vraiment important. Enfin, on me dit souvent, oui, mais vous savez, moi j'ai rien à cacher. C'est pas là le débat. Là, c'est plus philosophique, mais c'est tout aussi important. Il n'y a pas de liberté sans libre arbitre. Si on est sous la dictature de la transparence, vous ne ferez plus de choix. Qu'ils soient bons ou mauvais, d'ailleurs les mauvais choix construisent l'individu. Ce qui est important, c'est que vous puissiez les faire, ces choix, sans vous dire, ça y est, on me regarde, je suis contraint de prendre cette décision. Et s'il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de libre arbitre. Et ça, c'est important. C'est la vie privée qui fait ce que l'on est et qui fait que finalement on est libre. Donc il y a une nécessité à protéger notre vie privée. Alors déjà, à commencer par nous-mêmes, c'est-à-dire d'éviter d'étaler les avis, par exemple, sur Facebook, parce que vous savez, vous n'imaginez pas des fois ce qu'on voit. Voilà. J'ai tenu les délais. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si je vais encore oser tweeter, moi, avec ça.